Opération Moïse, Israël rapatrie plusieurs milliers de juifs éthiopiens, les Falachas, victimes de la faim. Yvon Gattaz refuse de renégocier le texte sur la flexibilité de l'emploi et demande à l'État de prendre ses responsabilités. 9 milliards de déficit pour la régie Renault à la recherche de remèdes pour redresser la situation. Haroun Tazieff à Remiremont, il annonce un projet de loi pour mieux protéger les Français contre les séismes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils s'appellent Aurélie, Mélanie et Julien. Ce sont les premiers triplés éprouvettes français. Ils sont nés cet après-midi dans un hôpital parisien et ils se portent très bien. Anne Rongère. La mère de ces 3 enfants souffre d'une stérilité due à une infection des trompes. Seul recours, la fécondation in vitro. Prélèvement de l'ovule, fécondation en éprouvette, puis transfert dans l'utérus de la mère. Et on a commencé à la connaître en 1981. Donc ça fait 3 ans qu'elle s'est armée de patience pour réussir ce qu'elle vient de réussir. Et elle avait eu 2 tentatives qui s'étaient soldées par des échecs. Bien qu'on avait eu un prélèvement d'ovocytes positif, on n'avait pas eu de grossesse. Comme c'est souvent le cas encore malheureusement avec cette méthode. Pour augmenter les chances de grossesse, on replace généralement plusieurs embryons dans l'utérus, d'où les risques de grossesse multiples. Mais dans ce cas précis, les parents étaient d'accord. Il se trouve que cette fois-là, pour cette patiente, il y avait 4 embryons et que le couple souhaitait que ces 4 embryons soient replacés in utero. C'est ce qui a été fait et 3 embryons ont donné 3 bébés normaux et viables. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que les parents voulaient bien avoir 3 enfants ou même 4 éventuellement. Oui, mais je pense que lorsqu'il s'agit de couples qui ont vécu, qui ont un long passé de stérilité, peut-être souhaitent-ils en une seule fois faire leur famille. Je pense que c'est ce que ce couple a fait. Les Israéliens sont décidément des spécialistes des opérations spectaculaires. En 2 mois, dans la plus grande discrétion, ils ont réussi à rapatrier plusieurs milliers de juifs éthiopiens qui mouraient de faim. Cette opération fait découvrir au monde entier un peuple que certains disent descendre de la reine de Saba et du roi Salomon. Ils s'appellent les Falachas. Notre dossier ce soir leur est consacré. Autour de la haute vallée du Nil bleu, à près de 3000 mètres d'altitude, ces derniers mois ont été terribles pour les Falachas, comme pour tous les Éthiopiens du Nord. Tandis que l'aide internationale tentait sur le terrain de soulager la famine, pour les Falachas, le salut est venu du ciel. Chaque jour depuis novembre, 160 d'entre eux, évacués par le Soudan, ont pris place dans des avions charters à destination d'Israël. Ce pont aérien, baptisé Opération Moshe, grandement financé par la communauté juive américaine, a déjà permis l'arrivée en Israël de près de 10 000 Falachas. Pour beaucoup de ces juifs éthiopiens et notamment pour de nombreux enfants, le premier contact avec la terre promise a été un lit d'hôpital. Les séquelles de la famine et des maladies tropicales s'ajoutent alors à un complet dépaysement. Les autorités israéliennes auraient souhaité qu'un relatif secret entoure l'opération Moshe jusqu'à son terme. Près de 15 000 Falachas seraient encore candidats à l'exode d'Éthiopie. Mais il était inévitable que l'arrivée massive de ces juifs noirs d'Afrique finirait tôt ou tard par faire le tour du monde. Aujourd'hui, la majorité des journaux israéliens saluaient l'arrivée de leurs frères d'Éthiopie comme une victoire de l'idéal sioniste. Certains établissaient un parallèle entre ces rescapés de la faim et les survivants des camps nazis. Reconnus juifs par le grand rabbinat depuis bientôt 10 ans, les Falachas complètent aujourd'hui la tradition d'accueil de l'État d'Israël, mais il n'empêche que jamais aucune communauté immigrée n'a présenté autant de particularisme à son arrivée sur la terre des prophètes. Est-ce que vous pensez que l'insertion sera difficile, compte tenu de leur culture, disons, primitive? Vous savez qu'Israël a une crise financière, pas économique, mais une crise financière qui a certaines raisons et je ne vais pas les élaborer aujourd'hui. Mais malgré la charge extraordinaire, le fardeau qu'impose cette intégration, cette absorption, je crois que chaque juif falacha coûte 250 000 francs nouveaux francs français. Et je crois que la population israélienne est amenée à faire ce sacrifice parce que il y a une solidarité entre juifs
et israéliens. Vous avez quand même attendu longtemps avant de les faire venir en Israël? Absolument pas. Vous savez qu'il y a une guerre qui date depuis longtemps en Éthiopie. Ces communautés sont dispersées. Ce n'est pas... il n'y a pas une accessibilité facile. Isolés depuis la nuit des temps et jusqu'en 1900, à l'arrivée des premiers missionnaires juifs, les Falachas pensaient être les seuls juifs au monde. Deux hypothèses à leur présence en Éthiopie. Pour certains, ils seraient les descendants de la reine de Saba et du roi Salomon. Pour d'autres, les héritiers de tribus juives arabiques contraintes à l'exil. Leur pratique du judaïsme est quasi antique. Ils observent le Shabbat et Yom Kippour, mangent kasher, mais ignorent tout du second temple de Jérusalem et du Talmud. Au Xe siècle, ils étaient plus d'1 million dans les montagnes du Gondar. Depuis le XVIIe, encerclés par les musulmans et les coptes, ils se sont éparpillés ou vivent en ghetto. Jusqu'à l'été dernier, ils étaient encore 25 000, retranchés aux abords du lac Tana, décimés finalement par les guerres, la maladie et les famines successives. Leur judaïsme, et on se demande si c'est du vrai judaïsme. On s'est posé la question en Israël, ils ne connaissent pas le Talmud, leur Bible est écrite en guesse, la vieille langue liturgique de l'Église chrétienne, classique, et leur Bible, leur Ancien Testament, est la Bible chrétienne. Missile soviétique suite, ce soir à Moscou, on a reconnu pour la première fois qu'un engin avait peut-être violé l'espace aérien finlandais. L'Union soviétique a exprimé ses regrets auprès de la Finlande et de la Norvège. À Toruń, en Pologne, le procès des 4 policiers accusés du meurtre du père Popieluszko a été ajourné. Il reprendra le 7 janvier prochain. Le tribunal a estimé que le lieutenant Chmielewski n'était plus en état de déposer. Ce matin, à la reprise de l'audience, l'accusé avait été incapable de s'exprimer correctement pour évoquer les moments tragiques de l'assassinat. Il avait été ensuite pris de malaise. Auparavant, il avait confié qu'aucun homme n'aurait survécu aux coups portés sur le prêtre. Alors pour comprendre pourquoi le père Popieluszko a été éliminé, il est utile de lire les homélies qu'il prononçait le dimanche à Varsovie au cours des messes pour la patrie. Ces homélies viennent d'être publiées par notre confrère Jean Offredo. Jean Offredo qui a expliqué à Frédéric Astou en quoi elle pouvait gêner le pouvoir polonais. Solidarité était et continue d'être l'espoir de millions de Polonais, un espoir d'autant plus fort qu'il est proche de Dieu par la prière. Voilà par exemple ce que disait en août 82 dans l'une de ses homélies le père Popieluszko. Des paroles d'autant plus courageuses qu'elles étaient prononcées 8 mois après l'entrée en scène du général Jaruzelski et l'application de l'état de guerre. Depuis décembre 81, en effet, les internements et les arrestations de militants de solidarité se multipliaient. Les interventions du père Popieluszko ne pouvaient donc que déplaire au pouvoir. Et cela pour 3 raisons, estime Jean Offredo. Premièrement, parce que c'était des appels constants à la vérité, à la liberté et, je dirais, à la défense des droits de l'homme. Ce qui, dans le contexte, en particulier de l'état de guerre, était considéré par le pouvoir comme une forme subversive et comme une espèce d'atteinte à ce qu'il pouvait faire. Deuxièmement, parce que le pouvoir n'aimait pas du tout que le père Popieluszko fasse autant d'allusions à la situation historique de la Pologne, en particulier quand il évoquait tout le temps le 19e siècle polonais, où la Pologne, comme vous le savez, était un pays occupé, était une nation sans État. Il le comprenait de la façon suivante. Le père Popieluszko en parle comme si aujourd'hui la Pologne était toujours un pays occupé, alors que nous considérons que c'est un pays libre. Et enfin, parce que autour de cette église Saint-Stanislas, à ces messes, participaient des tas d'hommes et de femmes pour qui le père Popieluszko était devenu un symbole et pour qui cette église était devenue un espace de liberté où on pouvait venir avoir des nouvelles simplement des internés
Et il y avait dans ces messes des tas de lettres qui étaient publiées, qui étaient dites même, venant des camps d'internement ou d'hommes en prison. Et c'était la seule façon dont il y avait possibilité de savoir ce qui pouvait se passer. Et ces homélies et tous ces textes partaient ensuite clandestinement, sous forme de cassettes, sous forme de libelles. Et il est évident qu'il y avait là un espèce de point d'opposition quasiment officiel, puisqu'il avait la chair pour parler, que le pouvoir avait du mal à supporter, d'où les attaques violentes dont il avait déjà été victime, avec perquisition, avec menaces de mort déjà, jusqu'à l'ultime fin. En France, le comité de soutien aux condamnés à mort d'Ho Chi Minh Ville a organisé ce soir une veillée devant l'ambassade du Vietnam à Paris. Le comité continue à réclamer la grâce des 3 derniers condamnés à mort dont la peine n'a pas été commuée en détention à perpétuité, à l'instar des 2 autres. La mère de l'un d'entre eux, qui avait demandé audience à l'ambassadeur du Vietnam à Paris, n'a pas obtenu satisfaction. Social, c'est le blocage ce soir dans la discussion entre patronat et syndicats pour la flexibilité de l'emploi. Vous vous souvenez sans doute que plusieurs syndicats demandaient une renégociation du texte. Et bien ce soir, sur Antenne 2, Yvon Gattaz a dit non. Il n'est pas renégociable. Nous l'avons négocié pendant 7 mois. Donc c'est un accord qui forme un tout. Il y a eu des concessions dans les 2 sens, c'est du donnant-donnant. C'était un protocole qui était raisonnable, me semble-t-il, et équilibré. Mais n'oublions pas que ces négociations de 7 mois étaient faites dans un seul but, c'était de créer de la flexibilité, de la souplesse dans nos entreprises, dans le but unique de créer des emplois nouveaux. Et finalement, quels sont les grands perdants de l'échec de ces négociations? Ce sont les chômeurs. En tout état de cause, le gouvernement aurait été obligé d'intervenir. Ce protocole d'accord, s'il avait été signé, aurait servi à l'État en quelque sorte de modèle, de canevas pour légiférer ou réglementer, car c'est de son domaine de changer les textes, c'est pas du nôtre. Nous ne pouvons pas le faire par simple politique contractuelle. Donc l'État se trouve dans la même situation, et situation qui était préétablie, si j'ose dire. Il doit aujourd'hui prendre ses responsabilités, et il sait, si j'ose dire, que les chômeurs le regardent, les chômeurs attendent que des dispositions soient rapidement prises, même partielles, pour créer une flexibilité, de la souplesse dans les entreprises et favoriser la création d'emplois nouveaux. En 1984, la régie Renault aura perdu entre 8 et 10 milliards de francs. La régie, qui était leader européen en 1983, se retrouve à la 6e place. Et pour la première fois, ces difficultés viennent du secteur automobile. On peut donc se demander si Renault pourra redresser la barre en 1985. Claude Guénaud. 1985 sera sans doute moins mauvaise que 1984. Mais en tout état de cause, la régie Renault ne s'attend pas à retrouver son équilibre financier avant fin 86. Pour y parvenir, elle compte en partie sur l'État, mais surtout sur un renouvellement de sa gamme. L'année qui vient de s'écouler n'ayant pas donné les résultats escomptés, avec la Super 5, la R9 et la R11, la régie reporte ses espoirs sur la R25 et la Super 5 4 portes en attendant le lancement, encore lointain, dans un an, de la R19. Mais pour la direction de Renault, comme pour le gouvernement, il faut surtout améliorer la rentabilité, moderniser pour contrer la concurrence étrangère. Cela signifie poursuivre le programme d'automatisation avec les robots et son corollaire, la suppression de 15 000 emplois. Le plan social du PDG, Bernard Arnault, prévoyait aucun licenciement, mais tout compte fait, il restait encore 5 à 6 000 emplois dans l'incertitude. La CGT et la CFDT ont refusé leur accord. Les questions que nous posons pour la régie Renault, c'est de savoir si la politique industrielle et commerciale va permettre de redresser la situation. Nous croyons qu'il y a eu des erreurs d'orientation et de gestion. Et nous croyons qu'un plan social, pour qu'il soit efficace, doit s'appuyer nécessairement sur un bon plan industriel, une bonne politique industrielle et commerciale. Ce que nous contestons, les suppressions d'emplois dans les entreprises, c'est parce que nous considérons qu'il n'y a pas de garantie suffisante pour les travailleurs. Souvent, ça se traduit par le chômage. Nous ne sommes pas contre une politique de modernisation. La question, c'est de savoir pourquoi faire. Qu'est-ce qu'on vise? On vise le développement économique? D'accord. Mais est-ce qu'on vise en même temps le progrès social pour les gens? Les décisions concernant l'avenir de Renault sont reconnues dans 2 mois avec le plan de relance du nouveau patron de la branche automobile, Pierre Semerena. Parmi ses collaborateurs, on trouve aussi Stéphane Doblin, qui a participé au sauvetage réussi de Fiat en Italie. C'est peut-être là un bon présage.
Première augmentation du prix de l'essence pour 1985, elle interviendra le 11 janvier prochain. Le litre de super augmentera de 13 centimes, le litre d'ordinaire de 11 centimes et le litre de gazole de 12 centimes. Le pouvoir d'achat des retraités n'a pas baissé, mais il s'est maintenu entre 1981 et 1985. Le ministère des Affaires sociales a ainsi contesté aujourd'hui les résultats de l'enquête du magazine Notre Temps que nous vous avons présenté hier. Il estime entre autres que les cas choisis ne sont pas représentatifs. La guerre de l'acier entre les Européens et les Américains a pris fin aujourd'hui. La communauté européenne et les États-Unis se sont en effet mis d'accord aujourd'hui sur les volumes des exportations de tubes d'acier européens. C'est un conflit qui durait depuis plusieurs semaines. Marie-Claire Thiers. Depuis fin novembre 1984, ces tubes et tuyaux d'acier européens sont bloqués par les douanes américaines. Washington menaçait de limiter unilatéralement la part de marché détenue par les Européens à 5,9% pour 1985 si aucun accord n'était signé. Aujourd'hui donc, la Commission européenne et l'administration américaine sont parvenues à un arrangement limitant les ventes européennes de ces produits à 7,6% du marché américain pour 1985 et 1986 contre 14,5% en 1984. Toutefois, ce plafonnement ne s'appliquera pas aux tubes et tuyaux d'acier que les entreprises américaines ne fabriquent pas. Sous la pression des lobbies qui accusent l'Europe de subventionner sa sidérurgie, le président Reagan a décidé de faire reculer le niveau des importations d'acier. L'Europe n'est pas la seule à souffrir de cette décision. Tout en qualifiant cette attitude de protectionniste, le Japon, qui obtient désormais 5,8% du marché américain, ainsi que 6 autres pays, ont dû signer des accords d'autolimitation. Haroun Tazieff s'est rendu aujourd'hui à Remiremont, dans les Vosges, là où la terre tremble depuis une quinzaine de jours. Le secrétaire d'État chargé de la prévention des risques naturels en a profité pour annoncer un projet de loi visant à mieux protéger les Français en cas de tremblement de terre. Le reportage de FR3 Nancy. Dans la crise actuelle qui a commencé le 11 juillet en réalité et qui se poursuit pour le moment, la crise sismique qui secoue Remiremont, il n'y a, selon moi, pas de danger. Mais je suis moins formel qu'en 1976 pour la soufrière. Parce que d'abord, en tremblement de terre, on est beaucoup moins capable de faire un pronostic qu'en volcanologie. Et deuxièmement, parce que il y a un infime pourcentage de risques qui demeurent pour cette crise-ci. Mais selon moi, il n'y en a pas. Pour cette région, qui est une région sismique qui a subi une grosse douzaine d'alertes, dont parfois de très violentes, comme en 1682, depuis une demi-douzaine de siècles, et qui va donc en connaître encore, et qui connaîtra à coup sûr un tremblement de terre destructeur tôt ou tard, il faut se préparer à ce tremblement de terre destructeur. À Remiremont, seul l'hôpital pour l'instant est construit selon des normes parasismiques. Le surcoût est de 0 à 8% selon les cas. Il faudrait donc généraliser ces constructions. Cela passe peut-être par un texte législatif envisagé par Haroun Tazieff qui rendrait ces mesures parasismiques obligatoires dans les régions menacées de séisme. Sport à présent, après plusieurs mois d'absence, Yannick Noah reprend du service. Il dispute actuellement le tournoi de Las Vegas avec McEnroe, Connors et Lendl, entre autres. Et puis dans le rallye Paris-Dakar, les choses vraiment sérieuses ont commencé aujourd'hui dans l'étape Ouargla-El Golea. Michel Drey. Noah fait la moue, car la forme revient lentement et contre Lendl, c'est toujours un véritable bras de fer. Mais lorsque Noah retrouve son service, à Las Vegas surtout, rien ne va plus pour le Tchèque. Et un deuxième ace pour le Français. Un set partout, dans le troisième, Yannick Noah s'impose 6-1. Un smash facile avant la balle de match. Un retour trop long de Lendl. Noah affronte en ce moment Vitas Gerulaitis. Les problèmes commencent pour certains concurrents du Paris LG Dakar. Les motards notamment ont les pires difficultés sur ce terrain sableux et rocailleux. Et parfois, les voitures s'en mêlent et on frôle l'incident. Pour s'aventurer sur ces pistes difficiles, il faut bien sûr prendre toutes ces précautions, surtout si l'on démarre sur des chapeaux de roue.
Numéro 100, Hubert Auriol. Pour l'instant, tout va bien. Numéro 101, Gaston Raillet. Le favori de l'épreuve moto a déjà effectué quelques réparations. Mais les choses sérieuses ne commenceront que demain à partir d'Insala. Leontyne Price ne chantera plus, en tout cas elle ne chantera plus en public. La cantatrice américaine a fait hier soir ses adieux à l'opéra après 32 ans de scène. Celle qui fut l'une des plus extraordinaires Bess dans l'opéra de Gershwin, Porgy and Bess, avait choisi Verdi pour s'en aller. Verdi et Aïda, son rôle fétiche. Regardez. Voilà, Leontyne Price quitte la scène pour profiter un peu plus de ces moments de liberté. Elle chantait depuis 1952. À noter que demain, FR3 fêtera la 1000e de Prélude à la nuit, l'émission musicale de Charles Imbert, une soirée qui sera retransmise de Monte-Carlo en Eurovision et qui sera présidée par le violoniste Yehudi Menuhin à 20h35 demain soir sur FR3. La chronique boursière à présent, avec un dollar qui a enregistré un repli en cette fin de semaine. Henri Loret. Repli, oui, mais repli tout symbolique et le dollar reste ferme ce soir à New York, même s'il a donc cédé aujourd'hui un petit peu plus d'1 centime pour clôturer à 9,68 francs à Paris. On reste donc près des niveaux records. Dans un marché un peu engourdi et qui a du mal à démarrer en ce début d'année, on retient à la Bourse de Paris un petit mouvement de bascule en fin de semaine et une hausse de 0,3% à la suite de la baisse des taux d'intérêt, sans doute. Enfin, Wall Street, que voici, a perdu pas mal de terrain hier. Aujourd'hui, le marché des valeurs new-yorkais reste caractérisé par la faiblesse et l'incertitude. Le Dow Jones avait d'ailleurs cédé un peu de terrain en milieu de séance. Les caprices du dollar cette semaine ont rejeté à l'arrière-plan les vicissitudes de la livre sterling d'une part, de l'or d'autre part. La livre de Mme Thatcher est déprimée par la baisse des prix du pétrole et elle se rapproche du seuil des 11 francs. On n'exclut d'ailleurs pas totalement de l'avoir chuté jusqu'à la parité de 1 dollar pour une livre sterling au train où va la monnaie américaine. Quant à l'or, eh bien, il a cassé hier le seuil psychologique des 300 $ l'once. Là encore, c'est la faute de la monnaie américaine, disent les spécialistes. Décidément, ce sacré dollar fait bien des misères à beaucoup de gens. Il y aura un tiercé demain à Vincennes dans le prix de Croissanville. Il y aura 14 partants. Voici les pronostics de M. Courtine, le 11, le 6, le 14, le 9, le 10, le 2 et le 12. Et le joker, c'était le 14. La météo pour demain, le temps restera froid avec des gelées dans l'intérieur du pays. Des brouillards givrants seront fréquents le matin dans les Pays de Loire, l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées. Partout ailleurs, des risques de verglas persisteront. Quelques températures minimales, -5 à Paris, -10 à Clermont et -2 à Marseille. Et puis je ne résiste pas à vous rappeler que les Anglais ne badinent pas avec les mesures sanitaires. Une Française vient d'en faire l'expérience. Elle a été condamnée à une amende de 4 500 francs pour avoir introduit en Grande-Bretagne un rat blanc. À la douane de Douvres, elle l'avait tout simplement caché sous son pull-over. Fin de ce journal. Demain, nous nous retrouverons à 21h50. Très bonne soirée à tous. Voici le rappel des titres que nous vous avons développés. Les premiers triplés éprouvettes français sont nés aujourd'hui à Paris. La mère et les enfants se portent bien. Opération Moïse, Israël rapatrie plusieurs milliers de juifs éthiopiens victimes de la faim. 9 milliards de déficit pour la régie Renault, la fin des difficultés prévues pour 86. Rallye Paris-Dakar, première vraie étape de désert, première difficulté, premiers abandons.